Bienvenue, bienvenue et bonsoir à tous pour ce sixième Journal Club. Pour ceux qui étaient là au précédent, on avait invité Pedro Nahera de l'association Hablemos de Hickory du Mexique. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir et la chance d'avoir avec nous Milana Aronov qui va nous parler d'un autre sujet. Et je vais donc vous la présenter en quelques mots avant de commencer. Milana est doctorante en histoire de la psychiatrie à l'Université de Lausanne et elle réalise une recherche sur l'histoire des thérapies comportementales et de l'autisme en France. Elle s'est formée en sociologie des sciences de la médecine et durant ses recherches de master, elle s'est intéressée sur le renouveau des usages psychothérapeutiques de substances psychédéliques en Suisse depuis les années 90. Donc voilà, merci beaucoup Milana de ta présence avec nous ce soir. Et je te laisse donc la parole pour ton article, enfin, pour nous parler donc du lien entre les expériences psychédéliques et la créativité au travail et la pratique du microdosage dont on pourra échanger avec tout le monde après. Donc juste avant de te donner la parole, Milana, juste rappeler quelques éléments pour que la présentation se déroule bien. Vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat et on les prendra en fin de présentation. Donc sur ce, merci à tous pour votre présence. Et Milana, je te laisse la parole. Merci beaucoup Raphaël et bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer quand même par remercier la Société psychédélique de Lyon de m'avoir invité et de me laisser l'occasion de présenter mon article, qui est une petite recherche exploratoire que j'avais menée à l'issue de mes études de master. À partir de là, donc, en fait, c'est effectivement donc, dans le cadre de la réalisation de mon mémoire qui s'était intéressé au renouveau des recherches psychothérapeutiques sur les LSD en Suisse et aux États-Unis, surtout à partir de la fin des années 80, début 90, que j'ai un peu découvert ce sujet du microdosage de psychédéliques et dont je vais vous parler. Donc, l'article rend compte d'une recherche qui a été menée entre 2015 et 2018, principalement à partir d'entretiens. Je n'ai pas fait de terrain, ni pratiqué le microdosage moi-même. Et pour caser quelques petits disclaimers, je ne travaille plus en fait depuis 2018 sur ce sujet-là et donc très peu suivi l'actualité du champ des recherches et des sciences psychédéliques depuis. Ce qui m'avait intéressé à l'époque dans les pratiques du microdosage, et peut-être de façon un peu naïve, donc après ce mémoire sur l'usage de ces substances en psychiatrie, disons, et en psychothérapie, qui est plutôt qui fait plutôt écho à une histoire très en lien aux associations de patients aux États-Unis, aussi en France et dans d'autres lieux. La question un peu naïve qui m'a fait travailler sur ce sujet-là est ce contraste entre une histoire de ces substances finalement très médiatisées et contre-culturelles et les visées pour lesquelles le microdosage a commencé à être promu à partir l'année 2010. Donc, concrètement, je ne sais pas dans quelle mesure, quelle est l'audience à laquelle j'ai affaire, disons, mais pour resituer un peu concrètement ces pratiques, donc en quoi elles consistaient, à l'époque où j'ai commencé à travailler dessus, il s'agissait en fait de l'ingestion tous les 2-3 jours de doses dites sous-perceptibles de LSD ou de psilocybine sur des périodes environ de 10 semaines. Et c'est en tout cas la définition qu'on donnait à l'époque, une association qui avait été créée en 2015, qui s'appelle The Third Wave, qui existe toujours aux États-Unis, fondée par Paul Austin, et dont le but était de promouvoir ces pratiques. Donc ici, pour l'image qui correspond à l'année 2018, c'est l'une des infographies qui étaient disponibles pour la pratique du microdosage et pour les personnes qui étaient intéressées.
Donc, au moment de la fondation de cette association, The Third Wave, celle-ci s'était donnée en fait pour mission de changer la manière dont la culture dominante perçoit les substances psychédéliques. Le nom même de l'association, cette idée de troisième vague, se référait, enfin voilà, proposait une forme de périodisation. Une première vague qui aurait été l'usage que différentes communautés à des époques reculées ont pu faire des hallucinogènes. La deuxième vague correspondant à la période des années 40 à 70, 70, excusez-moi, environ. Et la troisième étant voilà, ce renouveau qui arrive dans les années 90. Et le but de cette association était donc de fournir une information fiable et non stigmatisante pour la consommation de ces substances. Et l'un des travaux qui leur servait de ressource était celui du psychologue James Fadiman, dont vous voyez le livre ici, The Psychedelic Explorer's Guide, qui est paru en 2011, qui est un psychologue californien dont je reparlerai un peu après. Et donc, c'est à partir de l'existence de la découverte de l'existence de cette association et des écrits de Fadiman que j'ai moi-même commencé à retracer ces pratiques. Donc, principalement, j'ai mené des entretiens avec une dizaine d'adeptes et quelques neuroscientifiques et chercheurs en psychopharmacologie établis en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. Et qui n'avaient pas mené spécifiquement de recherche sur le microdosage, mais sur ces substances et sur leurs effets psychopharmacologiques. Et donc, disons, le but des entretiens, en plus de documenter des pratiques, donc à savoir cette visée de performance dans les activités professionnelles, était aussi de recueillir les propos de personnes investies dans le mouvement des psychedelic studies. Et donc, les enquêtés avaient respectivement différentes appartenances à différentes associations, que ce soit la Hefter Research Institute en Angleterre, à d'autres associations promouvant les pratiques chamaniques. Voilà, je vais essayer de rester synthétique là-dessus. Donc, l'idée, à partir de ces entretiens, était aussi de reconstituer une histoire des usages non thérapeutiques des psychédéliques et des idées et des approches psychologiques et managériales qui ont pu servir à théoriser ces usages. Malheureusement, ce n'était pas une recherche qui a été financée. Et de ce point de vue-là, en fait, je n'ai pas eu la possibilité d'aller consulter des archives, des lieux, des institutions ou des personnes concernées par cette histoire ou qui ont contribué à cette histoire. Et voilà, je vais essayer de reprendre mon souffle. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez pu lire ou non l'article, mais en quelques mots, je vais un peu essayer de revenir sur ce dont il est question dedans. Donc, deux aspects qui avaient un peu orienté ma démarche et ma recherche étaient les suivants. D'abord, un constat personnel, très personnel, qui était celui de la présence d'une forme de rengaine dans le champ des sciences psychédéliques et des psychedelic studies, en particulier au sein de l'aile dédiée aux neurosciences et de la psychopharmacologie, qui consiste à dire que l'arrêt des recherches sur ces substances entre le milieu des années 70 et les années 90 était dû à une forme de tabou culturel. Donc, je voulais un peu me distancer de ce constat-là. Et le deuxième aspect qui motivait cette recherche était la question que je mentionnais tout à l'heure, donc ce contraste entre une histoire médiatisée très contre-culturelle et des visées finalement très, très peu contre-culturelles. Voilà. Donc pour continuer,
donc justement, c'est en retraçant finalement comment James Fadiman et The Third Wave racontaient leur propre histoire que j'ai choisi de répondre à ces deux questions. Donc le point temporel de départ que j'ai choisi fut la recherche menée en 1966 par l'équipe de Fadiman. Il s'agissait donc d'une recherche menée au sein de la Fondation internationale pour l'étude avancée, qui était d'études avancées, excusez-moi, qui était une sorte de sas à mi-chemin entre le milieu industriel et le milieu académique, créé notamment par Fadiman et qui avait obtenu le soutien de la Food and Drug Administration et de l'Université de San Francisco pour mener une recherche pour évaluer en fait l'impact de l'ingestion des LSD et de mescaline sur des activités de travail. La recherche en question avait résulté en l'article que vous voyez ici et avait été conduite par une équipe interdisciplinaire composée de 2 ingénieurs de l'Université de Stanford, d'un patron d'entreprise, de 2 psychologues, dont Fadiman. Et leur but était donc de voir comment concrètement ces substances agissent. J'insiste sur le concrètement au sens où voilà, les participants recrutés étaient des ingénieurs, des physiciens, des mathématiciens, des designers, des artistes, recrutés dans des universités et des industries locales qui devaient sélectionner un problème qu'ils rencontraient au travail, une tâche à résoudre, et la résoudre au cours de cette expérience, et dont les résultats par la suite étaient soumis aux employeurs. Dans ce cas de figure-là, il ne s'agissait pas réellement de microdosage, du fait des dosages administrés. Néanmoins, c'est cette recherche-là qui ensuite a donc été réappropriée par Fadiman et par The Third Wave. Et donc, pour revenir un peu sur les approches psychologiques mobilisées dans ce cadre, donc l'expérience avait eu lieu à une période de forte critique à l'égard des courants psychologiques dominants dans les années 50 aux États-Unis, qui avait été la psychanalyse, notamment le behaviorisme, d'abord le behaviorisme et ensuite la psychanalyse. Et disons, c'est un moment de tournant où les psychologues commencent à s'intéresser non plus aux questions de maladie mentale, mais aux questions de santé mentale. Notamment, on peut faire référence à l'école de psychologie humaniste. Et qui voilà, était développée dans ce microcosme californien, dans lequel naviguaient Harman, Fadiman et ses collègues. Et bien que cette recherche-là qu'ils avaient menée en 1966 n'a pas donné lieu à d'autres recherches, ils avaient néanmoins pu simultanément s'inspirer des travaux menés dans différents lieux, dans cette Californie-là des années 60, et servir en quelque sorte de passeur entre deux sortes d'élites. L'une d'entre elles étant celle de l'Institut Esalem, qui avait été un institut fondé initialement par 2 anciens patients psychiatriques, et lequel allait progressivement regrouper une intelligentsia européenne et états-unienne, où étaient voilà, développées des thérapies de groupe, qui avait un comité scientifique présidé par ces psychologues qui souhaitaient orienter leur discipline vers des questions de santé mentale. Donc, il y avait ce cercle-là dans lequel, fréquenté par Harman et Fadiman, et l'autre cercle était bien notamment celui de l'industrie et
des télécommunications, où différents employeurs, j'en parle dans l'article, je ne vais juste pas revenir sur les détails, se trouvait dans un moment historique, disons, ce n'était pas la meilleure manière de le formuler, mais un moment où on commençait à repenser les rapports de travail vers un moment où ces rapports de travail étaient repensés notamment avec un intérêt particulier pour le bien-être des employés, entendu comme une nécessité à la pérennité de l'entreprise. Ce serait assez long de revenir sur tout ça. Et je ne suis pas la personne la plus douée pour synthétiser les choses. Ceci dit, ce que j'essayais de montrer en retraçant les trajectoires des personnes qui ont mené ces recherches, c'est comment elles ont été en quelque sorte des passeurs entre finalement un milieu très standard et un milieu plus dit contre-culturel. Et voilà, l'idée était de montrer comment leurs trajectoires permettent de questionner ce découpage-là. Pour essayer de conclure et autant passer directement à la discussion, l'idée était de remettre un peu en question cette dichotomie en montrant que à partir de ce questionnement de départ, finalement, en commençant à travailler sur le sujet du microdosage, j'ai comparé ces pratiques à des choses qui m'étaient proches, à savoir l'usage de compléments alimentaires, d'utilisation de vitamine C ou que sais-je, voilà, avec une forme d'interpellation autour de finalement cette forme de surprise face à un usage assez ordinaire de microdoses et finalement qui ne s'éloigne pas de pratiques tout à fait ordinaires malgré l'histoire de ces substances et inversement en essayant de retracer cette rétrospective, cette forme de généalogie des idées qui sont véhiculées par l'histoire que ces groupes-là se racontent, c'était de montrer que y compris des milieux a priori non réceptifs au mouvement contre-culturel ont aussi réussi à trouver leur compte dans l'usage de ces substances et finalement l'idée de l'article était de montrer voilà, l'adaptabilité de ces objets et d'ouvrir en suggérant en pointant la nécessité de recherche qui s'intéresse à des récits peut-être moins extraordinaires de ces substances. Voilà, je me réjouis de répondre à vos questions. Merci. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Milena, pour ta présentation qui était très intéressante. Moi, j'ai déjà une question qui me vient. Enfin, je pense que ton discours et ton article, de façon générale, montre d'une certaine façon que le microdosage, enfin, si on prend cette pratique-là, a été peut-être une bonne porte d'entrée pour les psychédéliques de façon large, je veux dire, d'être intégré à la culture dominante, si on veut, dans le sens où on voit bien, enfin, déjà dans les années 60, bon, l'utilisation qui en est faite dans la Silicon Valley, on a l'image de ces tech bros en train de faire du code sur leur ordinateur, ou même tu parles de Steve Jobs dans ton article. Donc, enfin, peut-être ce qui serait intéressant est-ce que tu peux dire peut-être 2 mots sur la façon dont les psychédéliques, enfin, pas seulement la partie microdosage, mais peut-être l'expérience psychédélique a eu peut-être un regain
de légitimité. On pense souvent, comme tu l'as souligné, que c'est le stigma qui a fait que voilà, la recherche, les recherches psychédéliques sont passées sous le radar, mais est-ce que peut-être tu peux dire, à partir du Decade of the Brain, enfin les recherches sur les neurosciences, comment ça a permis finalement aux psychédéliques de regagner en légitimité et, et de faire en sorte que l'expérience psychédélique devienne un sujet légitime de recherche pour les neurosciences? Est-ce que ça fait sens, ce que je te pose comme question? Bon, disons, c'est une question vaste. Oui, non, mais Euh, pour être très précis, je pense à un moment dans ton article où tu parles du fait que les psychédéliques ont permis, enfin, il y a eu je le dis en anglais, downplay of religious connotations. Et donc, par exemple, la méditation, on s'est intéressé comme la catégorie enfin, pour permettre l'optimisation, donc c'est le mental fitness. Et il y a eu, de façon générale, une considération de faire en sorte que les psychédéliques deviennent simplement un outil dans la toolbox du neuropsychopharmacologue pour voilà, que leur potentiel subversif, finalement, soit quelque part anéanti. C'est à ça que je faisais référence. d'accord. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un point sur lequel j'ai réellement mené des recherches historiques. C'était plutôt des recherches sociologiques. Et de ce que j'en comprends, c'est finalement avec le développement de ce qui s'est appelé les sciences cognitives et la psychologie cognitive qui brièvement va avec, si je ne me trompe pas, mais il ne faut pas hésiter à me contredire, qui avec beaucoup de références, beaucoup d'échos au mode de fonctionnement des systèmes d'information, va au prisme aussi d'écho à ces technologies-là, penser le cerveau, le comportement humain et réintégrer l'étude de la conscience. Et pour essayer de répondre à ta question, de ce que je crois comprendre de cette histoire, c'est que s'il y a eu cet interdit, et j'en parle dans l'article, voilà, de ce passage à vide entre le milieu des années 70 et le début des années 90, c'est ça que j'essaye de pointer dans l'article. C'est que ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé à travers d'autres canaux, notamment la popularisation des travaux de Maslow et de cette psychologie humaniste, d'une pensée aussi, enfin, disons, de la popularisation de formes de spiritualité à religieuse. À mon avis, c'est une histoire de plusieurs fils à tirer qui est complexe et dont les réinvestissements financiers dans la recherche en neurosciences au début des années 90 et se faisant l'étude de la conscience avec ces outils-là a permis une réintroduction progressive, en tout cas en Suisse, de ces recherches-là, sachant aussi que le cas de la Suisse est un cas particulier, au sens où, et qui contraste, si je ne me trompe pas, beaucoup avec la France, bien que je connaisse bien moins l'histoire du contexte français. En Suisse, disons, en tout cas quand on retrace l'histoire des groupes qui ont impulsé ce renouveau, on voit bien que la recherche n'a jamais réellement été
arrêté. Tout ça était pour beaucoup des questions financières, d'assurance, de politique, enfin de passage de comité d'éthique. Et donc, via certaines brèches, cette recherche a pu continuer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, si, complètement. Enfin, je reconnais qu'elle était aussi un peu trop large, peut-être, mais peut-être encore une question de ma part. Après, j'aimerais bien qu'on élargisse évidemment la discussion. Peut-être donc concrètement, enfin, par rapport à tes recherches, est-ce que peut-être tu peux toucher deux mots sur les différences justement entre les recherches qui sont faites en Suisse, et peut-être si tu as de l'expérience par rapport à ce qui est fait en France d'un point de vue psychothérapeutique, et peut-être sur, enfin, bon, tu as mentionné que tu ne t'intéressais plus au champ psychédélique à proprement parler depuis 2018 peut-être, mais si ça pardon, si ça s'applique à tes recherches, est-ce que tu veux bien nous toucher quelques mots sur cette différence entre les systèmes suisses et français? De ce que j'ai cru comprendre à l'époque, en tout cas, c'est que en tout cas, les pistes explicatives de ce pourquoi j'ai cru comprendre que c'est précisément autour de 2015 qu'il y a eu en France une discussion qui s'est un peu réouverte sur... alors, je ne sais pas si des recherches avaient été initiées, mais en tout cas, j'ai souvenir d'avoir retrouvé quelques articles et des groupes de recherche qui s'intéressaient à... qui en tout cas discutaient ces pratiques psychothérapeutiques. Mon explication à l'époque était aussi... Enfin, si j'avais dû entreprendre une recherche qui comparait le contexte suisse et français, disons ça comme ça, j'aurais essayé de comparer simultanément les politiques de régulation de la consommation des drogues et les politiques de la recherche, au sens où, sans réellement, là maintenant, pouvoir vous expliquer comment les deux seraient liés, mais j'aurais... Voilà, pour le coup, j'aurais tendance à penser que cette histoire de tabou culturel pèse bien plus en France qu'en Suisse. En Suisse, donc répète-moi encore une fois ta question, de quels ont été certains facteurs qui ont permis plus facilement... Oui, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la Suisse, finalement, tu disais qu'il n'y avait pas eu finalement d'arrêt, en fait, dans les recherches psychédéliques ou dans les études avec ces substances. Et donc, qu'est-ce qui, enfin, d'après toi, fait qu'en France, oui, Alors, c'est pour différent. la France, je ne sais pas, mais en tout cas en Suisse, dans le cadre de mon mémoire, j'avais retracé l'histoire de l'association de psychothérapie psycholytique, qui était voilà, un mouvement qui a émergé aussi dans les années 60, qui était parallèle alors, j'imagine ça un peu, j'imagine un peu ce champ de recherche un peu structuré en différentes écoles, celle psychédélique, celle psycholytique, etc. Celle psycholytique étant plus proche de la psychanalyse, si je ne me trompe pas. Et en retraçant l'histoire de l'association suisse de thérapie psycholytique, ce que j'avais pu voir, c'est que c'est l'obtention par les membres de cette association-là d'autorisation d'administration de ces substances était finalement une affaire de consentement entre le médecin et le patient. Et de ce point de vue-là, il y a à partir du milieu des années, enfin, déjà au début des années 80, des thérapies étaient pratiquées, tout en sachant que je vais peut-être dire des bêtises, mais qu'il serait intéressant d'aller voir en parallèle l'histoire de la mise en place de comités d'éthique médicaux
dans le sens où c'est à la fin des années 80 en Suisse qu'il y a un changement dans la délivrance de ces autorisations d'administration, lesquelles étaient généralement, et je crois jusqu'à la fin des années 2010, données majoritairement dans le cadre pour la pratique de la psychothérapie, dans des circonstances très extrêmes, au sens où il s'agissait d'une série de... C'était souvent autorisé dans le cadre de dépression tenace, où d'autres psychotropes avaient été administrés sans nécessairement avoir d'effets thérapeutiques. Donc voilà, il y avait ces autorisations dans le cas de figure de dépression et des autorisations dans le cas de figure de psychothérapie dite compassionnelle dans le cadre de soins palliatifs. Qui est aussi, encore une fois, moi je vous raconte ça à partir de souvenirs, mais qui est aussi un champ dans lequel voilà, cette histoire plus spirituelle de ces substances s'est déployée. Je comprends, ouais. Je propose qu'on ouvre le débat. Donc, je ne sais pas si... je vois que Martin a une question. Est-ce que tu veux la poser? J'avais une question. De ton exposé, on déduit que les intérêts économiques et les entreprises ou les intérêts privés ont été intéressés dès le début par les psychédéliques ou par le potentiel un peu de productivité. Est-ce que c'était un phénomène spécifiquement californien, par exemple? On sait que c'était des recherches vraiment menées dans l'Ouest américain et on a peut-être cette tradition là-bas d'une interconnexion entre l'innovation, les startups et les psychédéliques. Est-ce qu'on retrouve ça dans d'autres pays aussi, par exemple la Suisse ou en Europe? Ça, c'était une première question. Et ensuite, comment tu vois aujourd'hui, en fait, le fait que ces mêmes intérêts économiques ont aussi des intérêts de plus en plus grands dans la troisième vague psychédélique et les dérivés, les applications économiques thérapeutiques qui peuvent en être faites. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voyait déjà aussi dans le passé, le fait que se préparait en quelque sorte, je sais pas, une économie psychédélique importante? Voilà, on peut nous éclairer là-dessus. Alors, je vais prendre la deuxième question d'abord. À mon avis, par rapport au contexte actuel, enfin, comment dire? Ce que je retiens un peu de cette histoire californienne des années 50-60, c'est que c'est une histoire finalement liée à des milieux assez élitistes, en l'occurrence à la figure de l'écrivain Aldous Huxley, qui va migrer aux États-Unis, qui va s'installer dans la région, qui va faire le tour des universités en présentant ses travaux. Et à travers ces réseaux d'interconnaissance, sans le pointer lui directement, mais aussi d'autres figures avec lesquelles il échangeait à l'époque, c'est, disons, par ce biais-là, et j'en parle dans l'article quand je mentionne certains séminaires spirituels dans lesquels participait Huxley et auxquels participaient les collègues de la section d'ingénierie dans laquelle travaillait Willy Sarman. Donc c'est un peu dans ces réseaux d'interconnaissance que ces substances ont trouvé un usage
ont trouvé une application dans le contexte du travail. Et en l'occurrence, il y a d'autres articles, dont certains qui parlent d'un autre psychiatre, je crois, peut-être qu'il était psychologue, à vérifier, un certain Sidney Cohen, qui avait été aussi un intermédiaire entre, si je ne me trompe pas, des sessions un peu de ce qu'on appellerait aujourd'hui du team building, lors desquelles ces substances étaient utilisées, avec une visée finalement qui n'était pas spécifique à ce milieu-là à l'époque. Disons une visée peut-être un peu caricaturale, mais voilà, de quête aussi d'une forme de libération de son moi. Et c'est une histoire personnellement que je n'ai pas retracée, qui me semble passionnante à retracer. Récemment, j'exagère, il y a 2 ans, il y a l'historienne Erika Day qui a publié toute une correspondance entre Aldous Huxley et un autre psychiatre canadien qui donne accès à ces réseaux-là, et il serait intéressant d'aller voir ce qui s'y jouait. Donc, je ne pense pas que ce soit... c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit une histoire... Voilà, en questionnant cette dichotomie entre culture et contre-culture, je ne pense pas que ce soit nécessairement une histoire de récupération idéaux révolutionnaires contre-culturels des années 60. Au même titre, c'est ça l'analogie que j'essaie de faire, au même titre que de part et d'autre de cette ligne entre culture et contre-culture, certaines pratiques restent les mêmes, en témoignent les usages qui sont faits aujourd'hui du microdosage. Après, est-ce que des pratiques de ce genre avaient lieu ailleurs, dans d'autres contextes nationaux? Je pense qu'en France, ça a dû avoir lieu. Certainement, vous connaissez Christian Elcock, qui, je crois, à un moment donné, s'est intéressé au cas français, où semble-t-il qu'il y avait aussi des formes de retraite organisées dans le cadre professionnel, à viser de facilitation des rapports au travail. Il serait intéressant en fait de recouper ces petits cas-là. Dans mon mémoire, j'en ai croisé également. De personnes de cette association de psychothérapie psycholytique établie en Suisse allemande, qui, précisément dans le moment où les délivrances d'autorisation d'administration de ces substances étaient moins restrictives à la fin des années 80. Certaines personnes de ce milieu-là organisaient aussi en France des voyages de groupe dont le but était de consommer ces substances. Je mentionne ça car il me semble que Christian Elcock mentionnait des choses qui se passaient près de cette frontière-là. Mais plus que ça, je peux pas vraiment, je peux pas t'en dire plus. Est-ce qu'on a d'autres questions de l'Assemblée? Martin, tu viens de relever ta main ou c'était ouais. Ok, bon bah si. Ouais. Non, mais c'est super intriguant. Il y a 2 éléments dont tu parles qui sont vraiment intéressants. D'abord, on a l'impression que ces expériences se faisaient quand même en groupe et pas de manière individuelle. C'est-à-dire que je veux juste en fait essayer de comprendre. Est-ce que c'est des personnes étaient prises individuellement ou il y avait vraiment se dire qu'on allait travailler en groupe et que ça dérivait un peu de la psychologie de groupe? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup les thérapies se développer, mais c'est très individuel. La pratique de groupe est quelque chose qui est complètement éliminé des essais thérapeutiques actuels, du moins.
Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est cette différence entre culture et contre-culture. Je trouve qu'on la retrouve encore beaucoup aujourd'hui, où finalement, il y a des passerelles tout à fait évidentes entre les mondes les contre-culturels et culturels actuels. Et voilà, non, je voulais juste noter ça. Je trouvais ça vraiment super intéressant la manière dont tu l'as mis. Disons ce qui... en tout cas, dans le cas dont je parle dans l'article, il s'agit clairement de pratiques de groupe inspirées des travaux de psychologie de l'époque. Et l'histoire des thérapies de groupe est particulière aussi. Donc, certainement qu'il y a dû y avoir, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu voulais partir aussi, certainement dans le cadre de lieux comme l'Institut Esalen, où les questions de spiritualité religieuse ou d'inspiration zen étaient beaucoup discutées, mais aussi les pratiques de chamanisme. Certainement qu'il y a dû y avoir des formes d'articulation entre les pratiques qui, a priori, sont pas tout à fait des mêmes mondes. Mais il serait intéressant de creuser davantage. Dans le cas de Willy Sarman, c'est en tout cas moi la piste que j'ai retrouvée, mais qui certainement peut être discutée, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une pratique de groupe qui visait aussi à catalyser, à encourager les participants et participantes à une forme de catharsis de leur ressenti au travail, mais aussi comment dire, d'expression d'une forme d'authenticité dans ces contextes-là, d'authenticité individuelle, la mise en avant de ce type de thème et de ce type de comportement était pas spécifique à des groupes comme ceux de Armen, Fadiman, Stolarov et d'autres. Cette volonté un peu de cultiver aussi les émotions des gens se retrouvaient dans d'autres pratiques managériales développées à l'époque. Tu disais donc ne plus du tout t'intéresser je ne sais pas comment le formuler, mais ne plus t'intéresser au sujet. Mais bon, est-ce que tu es encore en contact, par exemple, avec une organisation comme The Third Wave? Enfin, est-ce que tu suis de ce point de vue-là, disons, par exemple, ce que The Third Wave essaye de faire d'un point de vue, je ne sais pas si tu suivais les dernières conférences de Paul Austin. Enfin, voilà, il y a toute une économie, comme l'a souligné Martin, autour de qui va vendre le nouveau programme d'intégration. Enfin, il y a une sorte de commodification, finalement, de ces substances, ou en tout cas de plein de services qui vont avec, du coaching psychédélique ou autre. Qu'est-ce que toi, enfin, comment tu vois, toi, l'évolution là depuis c'était 2017 que tu as écrit cet article, il me semble. Donc, si tu suis l'actualité, sinon, évidemment, bon, c'est un peu une question dans le vent, mais dans ce cas-là, j'aimerais bien essayer de savoir pourquoi est-ce que ça ne t'intéresse plus ou qu'est-ce qui a motivé ton choix à ce niveau-là. Alors, effectivement, malheureusement, je ne suis plus cette actualité. Enfin, malheureusement, je suis plus, je travaille plus vraiment plus du tout là-dessus. Comment je perçois ces pratiques-là de Paul Austin? Je trouve que c'est un phénomène très curieux et qui vaudrait la peine d'être
d'être étudié sociologiquement et autour de questions, par exemple, du développement de ce qu'on appelle neuromarketing. Et voilà, et des formes d'articulation qui se font entre ces deux domaines de pratique sont les disciplines du management marketing et des neurosciences, chose qui certainement a déjà été faite. Après, pourquoi je ne travaille plus là-dessus? Pour des raisons tout à fait pragmatiques. J'ai décroché à un moment donné un poste de thèse qui portait sur autre chose. Et personnellement, ce qui m'intéressait, c'était pas... Ce qui m'intéressait autour des psychédéliques, c'était pas nécessairement... Je suis venue à ce sujet parce que, comme beaucoup d'autres personnes, j'ai participé à des rave parties à un moment donné. J'ai côtoyé des gens, j'ai testé des substances. Et disons que voilà, il y avait une forme de curiosité personnelle qui m'a amenée à ce sujet-là. Et en travaillant dessus, je suis plutôt devenue intéressée parce que ça raconte justement de ces frontières-là, entre culture et contre-culture. Et est-ce que ça raconte de l'histoire des sciences psy? Et c'est pour ça que j'ai continué dans ce champ plus large, mais sur un autre sujet. Ok, je vois. Je vois que... Ah non, j'ai cru qu'une main s'était levée. Oui, non, effectivement, non, c'était pas du tout un blâme, enfin, de ma part, que d'insinuer que c'était une tare de ne plus s'intéresser à ça. Simplement, j'étais curieux de savoir. Bien, mais du coup, j'ai encore une question après. Malheureusement, on pourrait faire un débat à deux, hein, mais c'est pas le but. Donc, c'était toujours par cette idée de... Donc, j'ai vu dans ton article, tu parles d'ailleurs, tu as fait un entretien avec un membre, on ne cite pas le nom, je crois, de la Société psychédélique française. Tu as parlé aussi au fils de Timothée Léry. Enfin, de ce que tu te souviens, enfin, voilà, des entretiens que tu as fait, ou en tout cas, puisque tu mentionnes aussi donc, ta méthodologie de recherche qui a consisté un peu en du bouche à oreille, donc un entretien t'a amené à l'autre finalement. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être retracer un peu ce qui t'a, enfin, comment, voilà, quel a été le fil conducteur durant ces entretiens? Comme je disais tout à l'heure, le fil conducteur était réellement de documenter ces pratiques, spécifiquement dans le cadre d'un usage quotidien. J'ai procédé un peu par plusieurs... disons, il y a eu plusieurs moments dans le fait de trouver des enquêtés, ce qui effectivement n'était pas nécessairement une chose évidente. J'avais pu rencontrer Paul Austin à l'occasion d'un congrès et on a gardé contact. Et ensuite, je suis passée aussi par des réseaux comme Reddit, où j'ai posté une annonce. Et c'était assez intéressant car, disons, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas uniquement de documenter ces pratiques-là dont la visée est une forme de performance, mais aussi d'avoir le point de vue. C'est pas nécessairement quelque chose que je problématise dans l'article du tout, mais c'est aussi d'avoir le témoignage, le point de vue de personnes différemment investies dans ces réseaux-là. C'est pas quelque chose que j'ai finalement exploité. Le fils de Timothy Leary, c'est quelqu'un que j'ai simplement contacté via Facebook.
Ça serait tout bête. Et je devais normalement mener un entretien avec James Fadiman qui finalement n'a pas eu lieu pour des raisons de contretemps. Et un participant, à un moment donné, dans les années, parce que c'était début des années 2010, je ne sais plus exactement, Fadiman avait initié une collecte de données sur Internet pour ensuite établir un guide de pratique. Et là, par l'intermédiaire des réseaux Reddit, j'avais eu la chance en fait, d'avoir été contactée par une personne qui avait participé en fait, à cette première recherche exploratoire que Fadiman avait menée. Mais voilà, les choses étant qu'elles sont, et vu que je n'ai pas poursuivi sur ce sujet-là, ce ne sont pas encore les données que j'ai exploitées. Je comprends. Et du coup, par rapport à ça, enfin, dans ton article, tu expliques très bien comment voilà, chacun de des personnes, enfin, des participants à tes entretiens, finalement construisent une identité autour de leur pratique de microdosage ou de l'expérience psychédélique en général. Et comment, dans ton opinion, enfin, quelle est la place de la spiritualité finalement dans tout ça? Parce que si on prend ces substances comme elles sont, enfin, je veux dire, dans une perspective d'optimisation, justement, ça peut paraître pour beaucoup peut-être assez contradictoire avec une idée de la spiritualité, mais pour autant, tu le montres aussi dans ton article avec voilà, le mouvement je sais pas comment on dit, le Human Potential Movement. Enfin, il y a quand même une certaine spiritualité qui vient, je dirais, dans le package marketing. Donc, comment est-ce que c'est réconcilier ces deux aspects-là dans tes entretiens? Précisément, je ne saurais pas te dire, ça remonte à il y a bien trop longtemps. Mais sincèrement, je pense que si j'avais à réécrire l'article en reproblématisant davantage autour de cette dimension-là, il serait plus intéressant d'ancrer ça plus explicitement dans des pratiques de développement personnel, du fait des interviewés que j'ai eus. Et il y avait un autre élément dans ta question autour du potentiel humain. Oui, enfin, moi, ce qui m'a toujours étonné avec ce que je lis sur le centre là, Esalen, c'est c'est à la fois, disons, le berceau, j'ai l'impression, d'une nouvelle spiritualité, le New Age, tout ça, et en même temps, donc, ça a un trait avec la contre-culture, si on veut, mais c'est aussi en même temps enfin, je veux dire, si on parle aussi de psychologie transpersonnelle avec Stanislas Grof, et justement comment ça c'est lié, tu le montres dans ton article, comment cette psychologie transpersonnelle-là est liée aux recherches qui sont faites sur la créativité et comment finalement on aboutit au capitalisme, pour faire un gros raccourci. Donc comment cette spiritualité-là, elle est exploitée peut-être, enfin, comment juste ça sert des discours marketing ou comment c'est... Je sais pas. Comment expliquer ça? Voilà, moi-même, en relisant l'article, comme dit tout à l'heure, il s'agit d'un article plutôt généalogique, plutôt d'histoire, des idées et de réseaux, d'intercitation. Et c'est une histoire qui mériterait qu'on aille voir dans les archives, en fait. Tout simplement, pour répondre à la question du comment. Après, voilà, moi, c'est un peu comme ça que je la retrace. Il y avait des intérêts mutuels entre des figures comme Abraham Maslow, Huxley, Stanislas Grof, qui rend visite effectivement, qui entreprend des visites à l'Institut Esalen, qui a un lieu aussi particulier. Et
au sens où, comme je le disais à un moment donné, c'est un lieu qui a été créé par deux anciens, enfin en tout cas l'un d'entre eux était un ancien patient psychiatrique, qui disons était aussi engagé dans une forme de quête personnelle, de soi, tout simplement. Et je crois que je vais m'arrêter là. Non, mais c'est le breakdown qui devient un breakthrough, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on peut se dire à la prochaine fois? Bon, en tout cas, merci beaucoup Milana d'avoir pris sur ton temps pour discuter avec nous ce soir. Et c'était des échanges très intéressants, en tout cas pour ma part. Et merci à tous nos participants. Et puis à 2023 pour un prochain Journal Club. C'était le dernier pour cette année. Donc, merci à vous. Et merci de m'avoir écouté. merci. Bonne soirée. Bonne soirée.